Alors, bonjour à tous. Du coup, comme ça a été dit à la présentation, je suis chargé de mission à Docède Nature Environnement. Donc moi, je suis spécialisé dans l'étude des mammifères et principalement aussi dans l'étude des chauves-souris. Donc ce qui fait que le monde nocturne, c'est un monde que je connais bien de par sa biodiversité. Et au fur et à mesure des années où j'ai pu réaliser des expertises nocturnes, j'ai pu observer par expérience des impacts plus ou moins importants sur la biodiversité en général. L'idée de cette présentation ici, ça va être aussi de vous présenter ça. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un apport très alarmiste, hein, bien sûr, c'est juste de montrer que sans même y penser, ou en se disant qu'une simple petite lumière n'est qu'une simple petite lumière, elle peut avoir bien plus d'impact que ce qu'on peut imaginer. Pour une brève petite introduction, il faut savoir que la pollution lumineuse, c'est un concept qui est assez récent. Mine de rien, c'est quelque chose qu'on a commencé à étudier il y a quelques dizaines d'années seulement. Et finalement, on s'est rendu compte petit à petit qu'il pouvait y avoir des effets qui étaient liés aux émissions lumineuses sur les êtres vivants, de manière générale. Ces effets, on peut les reconnaître de trois catégories. C'est-à-dire qu'il peut y avoir celles qui sont directes, donc ça va être l'action du flux lumineux directement sur la rétine. Il va y avoir les effets indirects. Donc par exemple, la lumière va générer indirectement une perte de ressources alimentaires ou alors augmenter un risque de prédation qui va avoir un impact directement sur la survie de l'animal, ou alors induit. Donc c'est quelque chose où la lumière va modifier l'environnement et modifier potentiellement des ressources d'un animal, voire modifier son comportement physiologique. Donc je vais y revenir avant, mais il faut savoir que les animaux de manière générale et les végétaux ont évolué pendant des millions d'années avec la principale source d'énergie disponible, c'est-à-dire la lumière. On s'est tous adaptés à pouvoir vivre avec la lumière qui correspond à notre horloge principale. Donc tout ça, c'est que sans renoncer à son petit confort, ni même à de la sécurité, on verra ça après, éclairer de manière raisonnée, ça permet à la fois consommer moins, évidemment. On est vraiment dans une logique qui est de consommer le moins possible, non pas pour consommer le moins possible, mais pour être raisonné dans notre consommation. Respecter l'obscurité naturelle, qui est de moins en moins respectée à titre large, on le verra avec des photos aériennes, et surtout protéger la biodiversité, parce qu'on va voir que cette lumière peut avoir des impacts plus ou moins importants sur la biodiversité en général. Donc là, je vous ai mis quelques petits extraits d'articles qui sont intéressants sur le sujet de la pollution lumineuse. Après, il faut savoir que c'est quelque chose qui bouge beaucoup maintenant. Je pense que Morgane fera un point un peu plus complet que moi sur ce sujet-là tout à l'heure. Une des choses importantes, c'est de voir que déjà en 2009, je cite, « Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore, aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne feront l'objet de mesures de prévention, suppression ou de limitation. » Donc déjà, on voit qu'il y a une première prise de conscience qui arrive tout doucement au début des années 2010, mais avec un texte qui, je vous l'accorde, est un peu flou et est un peu au futur. C'est-à-dire qu'il n'y a encore rien de vraiment acté. Petit à petit, en 2013, on a déjà un premier article qui va permettre de contrôler un peu l'éclairage nocturne des bâtiments qui ne sont pas résidentiels. Donc à partir de là, ça va commencer à contrôler le fait qu'il n'y a pas de nécessité à éclairer des bâtiments où il n'y a personne dedans. Jusque-là, on est d'accord que c'est du bon sens, mais ça continue encore avec quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent dans les villes notamment. Et à partir de tout ça, bon, il y a encore d'autres projets, 2018, 2019, des articles qui arrivent petit à petit, d'autres articles qui sont sortis interdisant d'avoir une source d'éclairage en direction des milieux humides, notamment des cours d'eau et des rivières, pour plein de raisons différentes qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Et aussi forcément tout ce qui est lié aux panneaux publicitaires, etc. Des choses qui sont de plus en plus mises en place, mais qui sont malheureusement pas encore tout à fait contrôlées, d'où l'importance de la campagne que présentait Pascal tout à l'heure des Sentinelles de la nuit, qui permet de, non pas entraîner de la délation évidemment, mais de simplement pouvoir constater et de montrer que ces articles ne sont peut-être pas respectés de la manière dont elles devraient l'être. Il y a d'autres conseils et il y a beaucoup de structures qui travaillent sur la pollution lumineuse, notamment le Conseil général sur l'environnement et le développement durable, travailler avec un groupe très pointu sur la reconquête de la nuit, donc faire un état des lieux de ce qui existe, de ce qui est connu et des propositions qu'on pourrait être amené maintenant à faire. Le dernier en date, il me semble, oui, il est de janvier 2019, il est très complet. Mais il faut savoir que comme c'est une science qui évolue très très rapidement,
on a tendance à découvrir des choses qui des fois sont contradictoires avec celles d'avant parce qu'il nous manquait des éléments. Voilà, c'est complètement la base de la science, et là on est sur une thématique qui est quasiment nouvelle, parce qu'elle est très très récente, donc on y va petit à petit, mais on découvre de plus en plus de choses. Après évidemment il y a la prise en compte de la trame noire, donc pour vous définir ça dans les grands mots, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la trame verte et bleue. La trame verte et bleue, c'est de la continuité. En fait, c'est tout ce qui concerne les continuités écologiques, donc les continuités naturelles, qui permettent aux animaux de se diriger d'un de ces réservoirs vers un autre réservoir. Admettons, deux boisements sont séparés, ce sont deux réservoirs. Des haies qui se baladent entre les deux boisements sont un corridor écologique. Donc le principe de la trame verte, c'est ça. Le principe de la trame noire, c'est la superposition de cette trame-là avec l'obscurité. Parce que certaines espèces exclusivement nocturnes ne vont pas pouvoir se déplacer le long de ces corridors-là s'il y a de la lumière, parce qu'elles vont considérer la lumière comme une barrière infranchissable. Et ça, c'est le début de la trame noire. Et ces trames noires commencent à être petit à petit intégrées dans les schémas régionaux de cohérence écologique qui imposent d'avoir quelque chose de raisonné au sein du territoire, à l'échelle du territoire pour la biodiversité. La lumière, c'est un ensemble de longueurs d'onde. Donc la lumière blanche, c'est l'ensemble des longueurs d'onde ensemble. Il faut savoir que tous les animaux, tous les organismes vivants ne vont pas voir de la même manière. C'est-à-dire qu'on va tous avoir un organe visuel. Nous, c'est par exemple des yeux. Nos yeux complexes, eux, vont accumuler de la lumière et vont ensuite retransmettre le message au cerveau pour construire une image. On va donc recevoir on va être réceptif à une longueur d'onde qui ne correspond pas à l'ensemble de la lumière. Par exemple, on ne voit pas les ultraviolets, ou on ne voit pas les infrarouges. Il faut savoir que ce n'est pas le cas pour tous les animaux. Certains animaux vont surtout voir les ultraviolets. C'est le cas notamment des hyménoptères, ou alors des cirfes, voire des abeilles, qui vont utiliser les ultraviolets émis par les fleurs pour savoir si elles sont à butiner ou si elles ont été déjà butinées. Donc il y a des fleurs qui, en coévoluant, ont intégré des pigments qui vont transmettre, qui vont émettre de l'ultraviolet lorsqu'elles auront du pollen. Et une fois qu'elles auront été pollinisées, elles n'émettront plus d'UV. Ça sera un message instantanément envoyé aux abeilles. Donc ça c'est un exemple. Il y a d'autres animaux comme les poissons qui eux vont plutôt aller voir dans l'infrarouge parce que dans le milieu dans lequel ils évoluent, c'est une nécessité plus importante pour pouvoir se déplacer ou pour pouvoir repérer des proies, notamment des proies qui pourraient potentiellement être dues à une émission de chaleur par exemple. Nous, en l'occurrence, on a le spectre visible qui correspond qu'une infime partie de, de toutes les longueurs d'onde qui correspond à la lumière en général, entre 400 et 800 nanométres. Cette carte, c'est une carte de 2012 de l'émission, enfin de la radiance, donc on va dire d'une unité de mesure de la pollution lumineuse, sur l'échelle de territoire français. Donc là déjà, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut voir ressortir pas mal des grandes villes de notre territoire. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'on est capable de redessiner petit à petit les grands axes routiers. Et là, on voit quand même relativement bien la vallée du Rhône. La région parisienne ressort quand même plutôt pas mal. Et on voit qu'à certains endroits, comme en Bretagne, où c'est un petit peu plus timide, mais la côte méditerranéenne est vraiment très 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 éclairée. Donc ça, c'était en 2012, au moment où il y avait vraiment le début de la prise de conscience de ce que c'était la pollution lumineuse. On arrive en 2016. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de changements, et c'est vrai, il n'y a pas eu énormément de changements, mais on constate, vous voyez, on constate quand même qu'il y a eu quelques efforts qui ont été faits vis-à-vis des éclairages périphériques. Il faut savoir que les éclairages, lorsqu'il y en a beaucoup, c'est un phénomène cumulatif, fait que vous avez beau réduire des intensités, si jamais vous en avez beaucoup trop en nombre, bah l'impact sera largement moins significatif. Là, en l'occurrence, entre 2012 et 2016, il y a eu quand même une petite correction qui a été faite vis-à-vis des éclairages périphériques, où finalement certaines collectivités se sont rendues compte que des routes n'étaient pas spécialement, c'était pas spécialement utile de les éclairer toute la nuit, ou c'était même pas spécialement utile de les éclairer. Parce que finalement, certaines collectivités se sont rendues compte que si on éteignait la lumière sur certaines routes, les conducteurs, les automobilistes, étaient beaucoup plus enclins à faire attention à leur conduite. Parce que comme ils voient moins, instinctivement, ils vont faire attention et rouler moins vite. C'est une mesure de sécurité inconsciente qu'on gère nous lorsqu'on est soumis à ce genre de stress-là. Ensuite, en 2022, on voit qu'il y a aussi de la correction qui a encore été faite. Vous voyez, 2012, 2022. Donc là, on a encore un nouvel effort qui a été fait.
Mais on voit que sur la côte méditerranéenne, la vallée du Rhône, Lyon, la région parisienne, il y a encore du taf. Donc ça montre déjà qu'il y a une prise de conscience petit à petit, qu'en Europe, bon, on est loin d'être les pires, mais que ça reste pas une excuse pour se reposer, ça reste des choses encore à faire, parce que ça soit d'un point de vue énergétique ou d'un point de vue protection de la biodiversité, ça manque pas d'arguments pour pouvoir commencer à songer à de l'éclairage raisonné. Il faut savoir que les impacts, ils sont très nombreux. On en découvre en permanence. Moi, je vais vous en présenter quelques-uns, notamment sur les insectes. Il faut savoir que la lumière artificielle, donc la lumière qu'on produit qui n'est pas de source naturelle, c'est la deuxième cause d'extinction des insectes. La première étant les pesticides, qui sont utilisés notamment dans l'agriculture intensive, ou même à n'importe quel espace vert entretenu. La lumière artificielle, pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des insectes nocturnes vont utiliser la lumière lunaire pour pouvoir se déplacer. C'est-à-dire que la Lune va émettre une lumière à grande échelle, parce que c'est comme un très grand astre, qui va produire ce qu'on pourrait définir comme des routes de vol. Et les insectes vont avoir une boussole interne qui va en permanence s'adapter aux ondes de la Lune pour pouvoir savoir dans quelle direction se diriger. Donc ça marche en théorie quand tout est obscur. Mais il suffit qu'il y ait une grosse source de lumière assez importante pour que finalement ça prenne le dessus sur la lumière de la Lune naturelle et que finalement l'insecte se retrouve en permanence déboussolé. Donc ça veut dire qu'il va constamment se réadapter pour aller prendre une nouvelle direction et au final il va faire le tour de la lampe. Parce que finalement elle est beaucoup plus intense et en plus elle est largement plus accessible parce qu'elle est beaucoup moins loin que la Lune. Donc déjà ça c'est un premier, je pense qu'on l'a tous constaté, peut-être un peu moins maintenant, mais on a tous constaté au niveau d'un lampadaire une grosse nuée de papillons ou une nuée d'insectes qui volaient autour. Et bien ça c'est généralement ils ne tiennent pas la nuit parce qu'ils finissent par s'épuiser et à tomber au pied du lampadaire. Et ça c'est une quantité extrêmement importante d'individus qui meurent chaque nuit à cause de ça. Notamment en bord lorsqu'il y avait encore des lumières qui éclairaient les rivières, lorsqu'il y avait les émergences d'éphémères. Donc je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une émergence d'éphémères, mais c'est extrêmement impressionnant, parce qu'il y a des milliers, si ce n'est des millions d'éphémères qui sortent en même temps. Et il suffit qu'il y ait une lumière pour qu'il soit déboussolé et qu'il se trouve avec quasiment 10 000 à 100 000 éphémères qui tournent autour du même lampadaire. Un éphémère, je vous le rappelle, ça ne peut pas se nourrir, ça vit quasiment 2 jours maximum. Donc autant dire que ça use son stock de gras très 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 rapidement. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Le Bombix disparate, qui est un papillon de nuit qui est assez commun, qu'on peut trouver par chez nous ici, il a aussi un effet qui n'est pas négligeable à cause de la lumière, parce que lui il fonctionne avec un rythme circadien, c'est-à-dire qu'il a un rythme qui tourne autour de la lumière, et lorsqu'il est déréglé pendant trop longtemps à cause d'une lumière artificielle, ça va déclencher chez lui une inhibition de ses capacités reproductrices et il va du coup être stérilisé à cause de la lumière artificielle. Donc c'est-à-dire qu'il ne produira plus de sperme et il ne pourra plus se reproduire. Donc cet effet-là est retrouvé chez de nombreux autres bombix et chez de nombreux autres hétérocères, donc des papillons de nuit, qui ont le même problème à cause de la lumière. Il faut savoir que ça c'est quelque chose qu'on peut assez facilement transposer chez l'homme, on le verra après. Bon, je ne vous dis pas que la lumière ça rend stérile, pas du tout, c'est juste que ça a des impacts différents sur nous, mais ça en a quand même plus ou moins importants. On reviendra dessus tout à l'heure. Toujours en restant chez les insectes, il faut savoir que certains insectes font en tout cas preuve de bioluminescence pour pouvoir à la fois communiquer, mais aussi pour assurer leur reproduction. C'est le cas notamment du fameux ver luisant, donc qu'on appelle aussi la lampire. Elle produit une lumière entre 518 et 656 nanomètres, c'est vraiment une toute petite longueur d'onde, et elle le produit avec une très faible intensité. Donc ça, c'est une lumière qui est produite dans son corps lorsqu'elle mélange deux protéines particulières. Ça lui demande beaucoup d'énergie, mais c'est aussi faible en intensité parce qu'on parle de quelque chose qui fait moins d'un centimètre, ou à peine un centimètre. Donc ça demande beaucoup d'énergie, mais il suffit qu'il y ait une simple lumière pour qu'à côté, les mâles ne puissent mal réceptionner le message et ne puissent pas retrouver les femelles, par exemple. Ou alors s'épuiser. Pour l'anecdote, par exemple, quand je suis sur le terrain de nuit,
j'utilise donc pour étudier les chauves-souris, j'utilise un détecteur. Ce détecteur, il y a une petite LED rouge dessus, vraiment une toute petite LED rouge qui est très discrète. Et bien toutes les nuits, je me retrouve avec 5 ou 6 vers luisants mâles qui volent sur mon détecteur à cause de cette toute petite LED rouge. Ce qui montre que le moindre petite intensité est perçue, et donc avec une très forte intensité de lumière, on sature complètement leur manière de visualiser la lumière, et donc on les perturbe complètement. Ça bouleverse complètement leur mode de communication, et ça atteint du coup de manière significative leur succès de reproduction. Chez les amphibiens, donc tout ce qui concerne les grenouilles, les tritons, les crapauds, on retrouve quelque chose de similaire, c'est-à-dire que il faut savoir qu'au cours de leur vie, ils vont alterner des phases aquatiques et des phases terrestres. Généralement, pendant leur croissance, ils vont rester dans les mares et ensuite ils vont sortir pour aller vers une autre mare. Et tout au long de leur cycle, ils peuvent faire des semi-migrations, entre guillemets, qui vont de 500 mètres à 4 km pour les plus grosses espèces. Le crapaud commun qu'on retrouve beaucoup ici, lui, est une des espèces qu'on retrouve le plus souvent sur la route. Et il faut savoir qu'eux, ils se déplacent principalement la nuit, mais qu'ils ont des yeux qui sont adaptés à vivre dans des milieux où il y a finalement peu de visibilité, c'est-à-dire sous l'eau ou dans de l'eau trouble. Donc la moindre petite lumière doit être perçue, ce qui fait que lorsque de la lumière est émise au niveau des routes, l'individu va être complètement déboussolé, et généralement va aller sur la route et va être tellement perdu qu'il va rester immobile au milieu de la route. Je pense que vous avez déjà tous constaté au moins une fois un crapaud qui est resté au milieu de la route comme ça sans rien faire. Et ça, généralement, c'est parce qu'il est tellement aveuglé qu'il ne sait même plus dans quelle direction se diriger. Et ça, une simple lumière en bord de route peut suffire pour l'aveugler complètement. Et donc autant dire que quand on arrive avec les pleins phares à 90 km/h, ça ne doit pas l'aider non plus. Donc il existe des panneaux qui permettent de montrer, enfin, en tout cas de sensibiliser au fait qu'il y a des traversées nocturnes et qui invitent à ralentir. Pour l'aparté, il faut savoir que même si vous n'écrasez pas un crapaud lorsque vous passez dessus avec la voiture, si vous passez à plus de 30 km/h et qu'il passe entre les roues, il y a de fortes chances qu'il en meure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le crapaud va, avec la vitesse à laquelle vous allez passer, il va subir ce qu'on appelle un barotraumatisme. Et en fait, ça va lui faire des dégâts dans ses tissus internes. Donc c'est pour ça qu'il y a des panneaux qui disent de ralentir au niveau de la route pour ce genre de choses-là. Parce que si vous allez trop vite et que vous l'évitez, vous allez être content parce qu'effectivement vous ne l'avez pas écrasé, mais vous allez le faire souffrir avant de mourir parce que justement il va souffrir un petit feu. Bon voilà, ça c'est une parenthèse pas très gaie, mais c'est juste pour sensibiliser aussi au fait que si on demande de ralentir, finalement c'est pas juste parce qu'il y a des grenouilles, c'est parce que si on va trop vite, on peut les impacter aussi. Et sachant que comme on arrive avec les pleins phares ou avec les feux de croisement en pleine nuit, généralement on les tétanise complètement. Donc lorsqu'elles sont gênées, elles ne parviennent même plus à distinguer tout ce qui est proie ou tout ce qui est leur route de déplacement. Chez les oiseaux, il faut savoir que c'est intéressant parce qu'elles ont un spectre lumineux visible, qui est beaucoup plus large que le nôtre. Pourquoi ? Parce que nous, on utilise notre vue pour communiquer, pour observer, mais les oiseaux s'en servent pour d'autres choses. Elles s'en servent notamment pour leur capacité à se diriger. Donc elles ont une meilleure perception de tout ce qui est des bleus-verts que nous on distingue, on a une meilleure perception de bleu-vert, eux ils vont distinguer certains ultraviolets, donc c'est quelque chose qui vont leur servir notamment soit à distinguer des proies ou alors à se diriger pendant leur migration. Beaucoup d'oiseaux migrent pendant la nuit, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment utiliser soit les ondes électromagnétiques, soit les étoiles, voire certains repères topographiques, voire électromagnétiques pour pouvoir se diriger. Donc finalement, lorsqu'on installe une lumière artificielle qui va produire une énorme intensité en direction du ciel, on va générer une perturbation telle qu'au sein d'un oiseau, lui faire une petite déviance de sa trajectoire peut lui coûter la vie. Donc là, j'ai mis un petit tableau, je vais pas le creuser parce qu'on rentre vite dans des coefficients techniques, mais pour sensibiliser, pour vulgariser, on va dire que si la boussole de l'oiseau va être variée d'un tout petit peu, on va dire d'un mètre, par exemple, lorsqu'il va se diriger, ça peut lui entraîner jusqu'à 600 km de déviation. Et 600 km de déviation, ça peut entraîner du coup une chute de toutes ses ressources et un épuisement corporel de l'individu avant qu'il soit arrivé à une zone refuge. Donc ça arrive très régulièrement et de plus en plus régulièrement maintenant que des oiseaux soient retrouvés échoués à certains endroits ou alors soient retrouvés dans des endroits
ne sont jamais et n'ont jamais été contactées parce qu'en fait elles se sont perdues pendant leur migration. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les côtes littorales. Et pour ceux qui connaissent, sur l'île de Ouessant, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez régulièrement aussi, des oiseaux migrateurs qui n'ont rien à faire ici mais qui se sont perdus par rapport aux perturbations et à une forte déviation à cause de la pollution lumineuse. Autre détail chez les oiseaux, les rapaces qui se sont spécialisés à la chasse de nuit, donc les rapaces nocturnes, donc, comme ici la chouette effraie des clochers, possèdent des yeux qui ont une capacité d'accumulation de lumière qui est tout bonnement fascinant et juste inimaginable en quantité, parce qu'elle lui permet, avec un simple petit trait de lumière la nuit, quelque chose que nous on ne voit à peine, d'accumuler suffisamment de lumière dans les yeux pour pouvoir voir en pleine nuit. C'est un véritable talent qui a évolué avec les rapaces nocturnes et qui leur permet de chasser avec précision la nuit. Mais alors dites-vous que justement, c'est comme un appareil photo, si vous optimisez pour que le moindre trait de lumière vous permette d'avoir pour voir beaucoup mieux, si vous mettez une forte intensité de lumière, vous allez être aveuglé au point que ça en soit limite douloureux. C'est le cas chez les chouettes effraies, où en fait elles vont ouvrir un maximum leurs yeux pour pouvoir accumuler un maximum de lumière et pouvoir voir leur proie. Sauf qu'en passant au bord d'une route et d'avoir une lumière, elle va être aveuglée au point que ça en serait limite douloureux. Et c'est ce qui entraîne généralement d'importantes mortalités routières. Ça n'est pas rare, en se dirigeant sur la route, tout simplement en voiture, de voir des cadavres de rapaces sur les bords de la route. Et ça, c'est dû à de très nombreuses, et c'est d'ailleurs sous-estimé à notre époque encore, la mortalité routière des rapaces nocturnes. Encore chez les oiseaux, il faut savoir que les oiseaux, c'est un des meilleurs exemples de rythme circadien parce qu'ils ont vraiment évolué avec une horloge qui est basée sur la lumière. Quand le soleil se lève, ils savent que c'est le début de la journée, elles commencent à chanter. Lorsque le soleil se couche et que la luminosité baisse, ils savent qu'il faut aller se coucher et arrêter de chanter. Le fait d'avoir beaucoup de lumière, ça génère un véritable dérèglement physiologique et même un dérèglement au niveau du comportement de certains oiseaux qui se retrouvent à chanter même au début de la nuit, voire des fois jusqu'à minuit. C'est le cas notamment du rouge-gorge, qui est facilement observable, qui est effectivement, il se met à chanter des fois tellement longtemps, parce que la lumière artificielle n'est jamais coupée, qu'il pense que la journée ne s'arrête jamais, qu'il finit par s'en épuiser complètement. Savoir que je prends l'exemple du rouge-gorge, parce que le rouge-gorge est une espèce qui est extrêmement territoriale. Donc elle va constamment chanter, et elle va chanter très souvent pour dire que c'est son territoire à lui et pas un autre. Ça va impacter leur succès de reproduction, et donc de manière significative, ça va entraîner des problèmes sur les populations. Concernant les mammifères, on est sur quelque chose d'encore différent, parce que les mammifères, majoritairement, ce sont des individus qui sont nocturnes. Le renard, la fouine, la martre, les hérissons, tout ça, c'est des animaux qui vont surtout attendre la nuit pour se diriger. Donc notamment, ils ont une bonne vue, ce qui fait qu'avec la lumière, ils voient, et sans la lumière, c'est un peu comme les rapaces nocturnes, ils sont capables de percevoir quand même des choses la nuit aussi. Et ils vont notamment se diriger au sein de leur réservoir de biodiversité, sauf que, je pense que ça nous est tous arrivé ici aussi, en roulant de nuit, des fois, on voit un chevreuil qui passe au bord de la route, ou un lapin, ou un lièvre, et d'un coup, il s'arrête net alors qu'on est en train de conduire. Parce qu'en fait, le fait d'être soumis à une importante quantité de lumière, parce que généralement on est en plein phare dans ces moments-là, on les bloque complètement. Ils sont choqués, ils ne voient rien du tout, ils sont aveuglés. Instinctivement, quand un animal est aveuglé, il s'arrête. Si vous êtes en train de courir et que vous mettez un gros spot de lumière dans la figure, il y a des chances que vous vous arrêtiez aussi. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et donc, ça génère un véritable problème de mortalité routière. Parce que beaucoup de chevreuils, de sangliers, de lièvres, etc. se font percuter chaque nuit à cause de ce phénomène-là. Les chauves-souris, qui sont aussi des mammifères, c'est un cas aussi particulier, et j'avais déjà commencé à en parler tout à l'heure. Il faut savoir que les chauves-souris, c'est des animaux nocturnes, qui vont être exclusivement actifs la nuit, et qui vont, la majorité du temps, chercher des endroits avec une obscurité naturelle la plus préservée possible. Au niveau des... Alors, je ne vais pas mentir, ça arrive qu'au niveau des lampadaires, on voit des chauves-souris voler. Je pense que ça vous est peut-être aussi déjà arrivé de voir des petites ombres voler autour des lampadaires. Parce qu'au début, si vous vous souvenez, j'ai dit que les insectes tournaient autour des lampadaires. Donc forcément, c'est un buffet gratuit à volonté pour les chauves-souris.
Sauf que Julie Powell et Clémentine Azam ont fait toutes deux une thèse sur la pollution lumineuse et l'impact sur les chauves-souris en 2017 et en 2019, si je me souviens bien, et ont montré qu'en fait, même les espèces qui chassaient autour des lampadaires gardaient une certaine distance de sécurité et ne le faisaient pas non plus très longtemps, parce que c'était opportuniste et qu'elles jugeaient que le bénéfice surpassait le désavantage. Sauf que ça, c'est pas le cas de toutes les espèces. Certaines espèces, comme notamment le grand rhinolophe, sont des espèces qu'on cite comme étant lucifuges. Pardon. Donc ces espèces lucifuges, ce sont des espèces qui vont craindre la lumière. La lumière, comme je vous l'ai dit au début, va être une barrière physique infranchissable. Donc vous allez pouvoir avoir deux boisements, vous allez avoir deux populations, avec un super réseau de haies bocagères typique des Deux-Sèvres en très bonne santé. S'il y a des lampadaires au milieu, le corridor écologique n'est plus fonctionnel pour les chauves-souris. Et ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte finalement assez tardivement, même si c'était quelque chose qui était intrinsèquement su, c'est quelque chose qui a été étudié finalement assez tard. Et on s'est rendu compte qu'avec un trouble, avec une lumière sur seulement 50 mètres dans une haie, ça pouvait bloquer l'accès à deux réservoirs de biodiversité. Par rapport à ça, il faut savoir qu'une simple réorientation de la lumière peut arranger énormément de choses. Bon, je ne pouvais pas parler des mammifères sans parler de nous, hein, évidemment, parce que nous sommes des mammifères aussi. Il faut savoir que, comme quasiment tous les mammifères, on produit une hormone qui s'appelle la mélatonine. Cette hormone, c'est celle qui nous permet de savoir qu'il est l'heure de dormir. Généralement, elle est inhibée à cause de la lumière, et dès qu'il fait suffisamment sombre et qu'il n'y a plus de la lumière du soleil, on va avoir le corps qui va produire la mélatonine. En fonction de la concentration de la mélatonine, on va passer plus ou moins une bonne nuit, et on va pouvoir dormir convenablement, et surtout savoir qu'il faut dormir. Si on vous met dans une pièce pendant 24 heures, avec la lumière allumée à la même intensité pendant les 24 heures, il y a des chances que vous soyez un peu déboussolé et que vous ne sachiez pas trop à quel moment vous devez dormir. Ben ça, c'est parce que c'est le rôle de cette hormone. Donc, être exposé de manière importante à la lumière artificielle peut générer des perturbations vis-à-vis de cette hormone et du coup, vraiment contraindre le sommeil à ne pas fonctionner naturellement. Ce qui fait que ça peut générer des vrais problèmes de sommeil. C'est un cas qu'on voit beaucoup avec les écrans notamment. L'utilisation très prononcée des smartphones, des tablettes ou de la télévision ou tout autre écran peut générer de vrais problèmes et des troubles du sommeil. Sur la faune et la flore aquatique, il faut savoir que l'intensité de la lumière qui passe à l'intérieur peut vraiment changer l'équilibre des milieux. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la même quantité de lumière qui arrive en surface de l'eau et en profondeur de l'eau, du fait qu'elle soit trouble et absorbée par beaucoup de choses. Et c'est de là que peut être impacté de nombreux organismes. Pour passer vite sur ça, il faut savoir que l'éclairage des zones humides peut interférer avec le phénomène de dérive des invertébrés aquatiques, qui vont du coup généralement attendre la journée pour se déplacer plutôt que la nuit, pour éviter d'être attaqués par les espèces prédatrices nocturnes, et peut être complètement déréglé vis-à-vis de cette lumière et du coup être chassé en grand nombre. Donc ça, c'est un impact directement induit sur les populations qui peuvent des fois perdre quasiment 70% de leur concentration, juste à cause de ça. Un autre problème, c'est celui notamment de la civelle, qui attend généralement d'avoir un pigment noir qui est reconnu par son pigment noir. Et le rôle de l'éclairage nocturne actuellement, il n'est pas connu sur elle, mais on suspecte quand même qu'il y a un véritable impact sur sa migration. Parce que pour info, la civelle, c'est ce qu'on appelle le petit de l'anguille, lorsqu'elle n'est pas encore mature. Et elle va apprendre vraiment la migration, parce que c'est un des poissons qui migre le plus qu'on a en Europe, et qui est d'ailleurs critique, en danger critique d'extinction. Il faut savoir qu'on suspecte fortement la lumière, c'est encore pas suffisamment clair pour qu'on puisse y attribuer un rôle particulier, mais il faut savoir que la pollution lumineuse a des réels impacts sur sa migration et peut générer des fois des migrations qui sont soit partiellement bloquées, c'est-à-dire qu'elles ne terminent pas leur chemin de migration, ne retrouvent pas leur espace de reproduction et du coup ratent leur reproduction, ou alors peut être complètement bloquées et du coup ne vont même pas commencer leur migration. Et donc ça entraîne un problème plurigénérationnel. Là, j'ai parlé des animaux, mais il faut savoir que ça agit d'autant plus sur les végétaux,
parce que il faut savoir que la lumière, c'est un peu l'essence principale des végétaux, qui s'en servent pour faire de la photosynthèse et produire leur matière carbonée, et grandir, gagner en puissance. Et il faut savoir que lorsqu'un arbre est soumis à côté d'un lampadaire, ça peut s'observer, hein. On peut voir qu'il y a plus de temps avant que les feuilles tombent. Tout simplement parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle la photopériode, qui est une certaine quantité de jours avec un certain niveau de lumière qui permet de comprendre au végétal qu'il est par exemple en automne ou qu'il est par exemple en été, et qui lui permet de savoir que notamment pour les arbres caducs, de faire tomber leurs feuilles. Donc si vous regardez attentivement à cette période de l'année, vous allez voir que certains arbres qui sont à côté des lampadaires n'ont pas encore ou ne perdent pas encore leurs feuilles, parce qu'elles sont impactées par la lumière. Donc ça cause quoi? Ça cause le fait qu'ils n'ont pas réabsorbé les nutriments qui étaient compris dans les feuilles, et avec l'impact du froid qui va arriver avec l'automne et l'hiver, ça va générer un problème sur le long terme qui fait qu'il peut y avoir un problème sur la germination à long terme. Donc ça peut avoir un problème aussi sur la plante en elle-même qui va être beaucoup plus vulnérable aux chutes de température. Je vais essayer de passer assez rapidement sur les autres points parce que je pense que Morgane en discutera aussi. Quand on parle de pollution lumineuse, on parle de plusieurs paramètres impactants. Il faut savoir que la qualité de la bande, donc avec les longueurs d'onde qui sont comprises dans l'émission de la lumière, mais aussi l'intensité à laquelle elle est émise, la fréquence d'émission particulière, la durée d'éclairage et l'orientation de la source du rayonnement sont des paramètres qui vont être pris en compte pour pouvoir réduire, voire limiter les risques en tout cas les impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Donc généralement, alors il n'y a pas de solution miracle. Il faut savoir que toutes les longueurs d'onde vont impacter soit tel ou tel taxon. Nous, on parle beaucoup de la lumière bleue comme étant impactante parce on sait que c'est elle qui va empêcher, qui va continuer l'inhibition de la mélatonine. Donc c'est par rapport à une vision très anthropocentrée. Mais il faut savoir que tous les organismes, comme on l'a vu au début, ne voient pas le monde de la même manière avec le même spectre lumineux. Donc finalement, chaque lumière peut impacter des groupes différents. Par contre, effectivement, quand on regarde et qu'on fait une synthèse, il s'avère que les températures plutôt chaudes de couleur sont celles qui semblent plus bénéfiques à un maximum de biodiversité. Pour les éclairages, effectivement, il y a un exemple ici. Un bon éclairage, c'est un éclairage qui éclaire ce qui a besoin d'être éclairé. Voilà, c'est peut-être bête ce que je dis, mais on a encore eu, notamment en région parisienne, de très nombreux lampadaires boules qui éclairent absolument tout sauf ce qu'il faut éclairer. Donc ça, c'est une grosse consommation d'énergie, c'est une grosse déperdition de lumière et c'est une grosse cause de pollution lumineuse. Heureusement, il y en a de moins en moins maintenant. Donc les recommandations que nous on propose généralement, c'est déjà de jouer sur, d'une part, l'orientation de la lumière, pour avoir quelque chose qui n'éclaire que ce qui a besoin d'être éclairé. Jusque-là, c'est logique. Ensuite, on recommande de jouer sur l'intensité, sur la couleur, la température de la lumière, donc de partir sur des tonalités plus chaudes. Ensuite, de jouer sur l'intensité, parce que finalement, on n'est pas forcément dans le besoin d'avoir une intensité très puissante de lumière pour avoir le besoin qu'on en a. Et surtout, une des plus importantes, de jouer sur la période, parce qu'on a peut-être que ça n'est pas obligé d'éclairer une rue jusqu'à 5 h du matin, par exemple. Donc tout ça, de la manière dont je vous l'explique, ça peut paraître être du bon sens, mais ça a été un combat de longue haleine pour que ça puisse être compris comme tel par tous les acteurs auxquels c'était recommandé, au début en tout cas de la problématique de la pollution lumineuse. Certains endroits sont très réactifs, certaines collectivités sont très réactives à ce genre de problématique et vont généralement éteindre leur lumière très tôt, parce que finalement, à 23 h par exemple, on peut considérer qu'on a plus de 90% des personnes qui sont rentrées du travail. Alors, je dis 90%, c'est un chiffre en l'air, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin d'avoir la lumière éclairée pendant aussi longtemps. Et ce, toute l'année, parce que toute l'année, nous n'avons pas forcément la même quantité de lumière à longueur de jour. Bon, ce tableau-là, c'est un tableau qui commence à être un peu désuet maintenant, donc il y a encore beaucoup de choses qui commencent à être prises dessus. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que les technologies de lumière qui sont en dessous des 2700 degrés Kelvin sont généralement celles qui sont les plus bénéfiques pour la biodiversité, c'est-à-dire celles qui sont plus sur des températures chaudes. Et toutes celles qui vont être au-dessus sont généralement celles qui sont peu recommandées, parce qu'elles vont être généralement
elles vont avoir une dispersion très importante avec des longueurs d'onde qui vont partir très loin. Elles vont avoir des couleurs plutôt dans la tonalité du froid, dans le bleu, voire émettre des ultraviolets. Donc beaucoup d'éléments qui peuvent être nuisibles pour la biodiversité. Donc finalement, pour synthétiser tout ça, d'une part, il y a la durée de l'éclairage qui peut être sur laquelle on peut intervenir en utilisant par exemple des variateurs, des détecteurs de présence, voire des minuteurs. Donc tout ça, c'est des technologies qui peuvent être plus ou moins faciles à mettre en place en fonction de l'installation déjà en place et forcément en fonction des compétences techniques des personnes qui sont en maintenance sur ces produits-là. Celui qui est souvent aussi recommandé, c'est l'utilisation d'un système de commande par horloge. Donc ça, maintenant, la technologie évolue suffisamment rapidement pour les choses qui sont efficaces. Ensuite, évidemment, c'est de programmer cet éclairage pour finalement réfléchir à quelle période est la plus raisonnable à éclairer et si c'est nécessaire ou pas de l'éclairer suffisamment longtemps et sur une longue période, voire installer des réducteurs de flux, un peu sur le même principe qu'on peut mettre sur son robinet pour qu'il y ait un peu moins d'eau qui coule. C'est un peu exactement le même principe avec la lumière. Pour tout ce qui est éclairage des espaces publics et des monuments, généralement c'est des éclairages qui vont du bas vers le haut. L'idée, pour améliorer ça, c'est tout simplement de faire le contraire, d'avoir un éclairage qui part du haut vers le bas. Ça paraît être du bon sens aussi dit comme ça, mais beaucoup de monuments sont encore maintenant avec des gros éclairages qui partent vers le haut. Donc là, on est sur une orientation complètement contre-productive. Et aussi, bien sûr, se questionner vis-à-vis de l'utilité d'éclairer ça de manière permanente. Donc ça, il y a plusieurs, forcément, il peut y avoir des explications culturelles, patrimoine, etc. Mais c'est une question rhétorique que je dis ici, mais qui mérite réflexion. Pour tout ce qui est de l'intérieur des bâtiments, évidemment, éteindre le bâtiment lorsqu'il n'est pas en activité, lorsqu'il n'y a personne à l'intérieur, et installer des rideaux, voire des stores occultants si ce n'est pas le cas. Voilà. J'ai discuté encore il y a quelques temps avec une personne d'une boutique en centre-ville de New York qui me disait, parce qu'en fait on discutait, il me disait que lui il laissait la lumière pour les cambriolages. Parce que ces caméras de surveillance sont des caméras qui ne voient pas dans l'obscurité, elles ont besoin de lumière. Donc, bon, soit. Derrière, il me disait, quand je lui disais que ça pouvait entraîner un vrai coût en termes financiers, il me disait que comme il avait installé des LED, en les laissant allumer toute la nuit, ça lui restait moins cher que quand il avait ses anciennes ampoules. Donc, ce qui veut dire que finalement, il est gagnant à laisser ses LED allumés toute la nuit. Finalement, ça fait réfléchir aussi à l'évolution de la technologie. Est-ce que avoir de la technologie qui consomme moins, ça permet de justifier le fait de consommer de manière déraisonnée? Voilà. Moi j'ai ma petite idée là-dessus et je pense que vous avez toute votre idée là-dessus aussi. Et aussi forcément, il y a la lumière réfléchie au sol et sur les murs. Il faut prévoir une surface qui est quand même peu réfléchissante pour éviter de réduire la radiance. Pour réduire la radiance. Je finirai sur un label qui s'appelle Ville et Village Étoilés, donc qui est porté par l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne, donc qui est aussi un consensus entre les astronomes, entre les naturalistes, entre les amateurs du ciel, qui finalement voulaient en quelque sorte valoriser les collectivités qui faisaient en sorte de préserver la visibilité de leur ciel. Donc ça permet d'être de 1 à 5 étoiles labellisées pour montrer que voilà, on suit une charte de préservation de l'environnement nocturne et qu'on est sensibilisé à ce genre de problématiques. Je vous remercie de votre attention. Merci.